On va commencer. Merci à tout le monde d'être présent. Désolé pour ces problèmes techniques. Il a fallu changer la salle à la dernière minute parce qu'il y a des problèmes avec l'air climatiseur au CHUM. La salle planifiée. Et comme ça fait 30 degrés dans cette salle actuellement. Et puis, je ne suis pas là parce que on avait un rendez-vous aujourd'hui médical et je n'étais pas capable d'aller au CHUM aujourd'hui. Mais voilà, tout fonctionne maintenant, c'est parfait. Donc, ça, c'est notre 4e symposium pour la transition, le programme de transition TECO. Et puis, cette fois-ci, on a décidé d'essayer quelque chose un peu différent. Au lieu d'avoir de discuter un sujet qui est un peu plus large, ici, on a décidé d'essayer de donner des petites capsules sur des maladies spécifiques, des maladies qui affectent fréquemment nos patients avec épilepsie, nos adolescents, les jeunes adultes avec épilepsie. Donc, 2 syndromes génétiques. Le premier, ça va être le syndrome de Dravet, puis le deuxième, c'est la sclérose supérieure de Bourneville. Le premier va être présenté, la discussion va être gérée par mon collègue Dr. Ken Myers, qui est à l'hôpital pour enfants de Montréal, le Children's. C'est un excellent collègue qui travaille au Children's maintenant depuis 7 ou 8 ans. 7, je pense. 7 ans. Avec un intérêt particulier en syndrome génétique et l'épilepsie. Il est un chercheur au CUSUM aussi. Donc, sans plus retarder, merci Ken. OK, merci Marc. Oui, aujourd'hui, on va parler au sujet du syndrome de Dravet. Pardon, juste une minute. On ne peut pas avancer les slides. Si tu cliques sur le... Est-ce que vous voyez, est-ce que ça bouge maintenant pour vous? Oui, c'est parfait. OK, parfait. Alors, pour aujourd'hui, oui, on va parler un peu c'est quoi exactement le syndrome de Dravet. On va parler c'est quoi les crises d'épilepsie qui peuvent arriver dans le syndrome de Dravet. Le syndrome de Dravet, c'est pas seulement des crises d'épilepsie. Alors, on va parler un peu au sujet du développement des individus et aussi des autres comorbidités qui peuvent arriver chez cet désordre. Alors, on va commencer. Alors, le syndrome de Dravet, c'est classifié comme une encéphalopathie épileptique. Et qu'est-ce que ça dit? Oui, c'est une épilepsie. D'habitude, ces personnes ont des crises d'épilepsie, mais il y a aussi un trouble de développement associé. Et il y a une relation entre les crises d'épilepsie et l'activité épileptique dans le cerveau et le trouble de développement. Alors, dans les encéphalopathies épileptiques, souvent, quand il y a une augmentation des crises d'épilepsie, il y a un retard de développement ou même une régression où les personnes perdent les capacités, les capacités. Le syndrome de Dravet, c'est un syndrome génétique. Alors, presque tous les cas sont causés par les mutations dans un gène qui s'appelle SCN1A. C'est un gène qui est responsable pour un canal de sodium. Et le syndrome de Dravet, c'est un désordre rare. Alors, on estime que ça arrive dans presque une fois chaque 30 000 personnes. Alors, c'est rare, mais il y a plusieurs personnes avec ça à Montréal. Alors, pour les crises d'épilepsie dans le syndrome Dravet, alors,
c'est un syndrome qui commence pendant l'enfance. D'habitude, les premiers symptômes arrivent vers l'âge de 6 mois. D'habitude, ça commence avec les crises avec fièvre. Et c'est très commun d'avoir des convulsions, peut-être juste d'un côté du corps, pendant comme un virus avec fièvre. Mais c'est aussi commun d'avoir des convulsions prolongées. D'habitude, une crise d'épilepsie, c'est comme 1-2 minutes, peut-être moins que ça. Mais c'est pas rare chez le syndrome Dravet d'avoir les convulsions qui continuent pour 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Alors, et ça, c'est vraiment intense pour les familles et aussi pour les médecins. Alors, comme je dis, d'habitude, c'est un syndrome, les premiers symptômes sont d'habitude les crises avec fièvre, mais plus tard, les patients vont avoir des crises sans fièvre et d'habitude, les crises différentes. Alors, c'est possible d'avoir des crises tonico-cloniques où le patient est raide et d'habitude bouge un peu comme ça. C'est possible d'avoir des crises, on s'appelle hémicloniques, où c'est juste un côté du corps qui bouge. C'est possible d'avoir des crises myocloniques, et ça, c'est comme un cerceau. Ça peut être juste un membre ou tout le corps. Et ça arrive aussi souvent d'avoir des absences où les personnes sont juste pas là, comme dans la lune pour des secondes. Et oui, c'est possible d'avoir des autres types de crises aussi, mais c'est plus rare. Malheureusement, dans le syndrome de Dravet, d'habitude, les crises sont très difficiles à contrôler. C'est normal pour ces patients de prendre 3-4 médicaments et même avec ça, d'avoir 1-2 crises tonico-cloniques par mois. Alors, c'est vraiment une épilepsie difficile à gérer. Oui. J'ai dit que c'était une encéphalopathie épileptique, mais c'est un aspect pour moi très intéressant parce que les personnes avec Dravet au temps de naissance, et d'habitude, pendant les premiers 12 mois de la vie, d'habitude, le développement, c'est normal. Et ça cause un défi pour moi parfois, parce que ça a arrivé que j'ai vu un patient qui a des crises avec fièvre, des crises hémicloniques prolongées. Je suis inquiété que c'est le syndrome Dravet. Je fais un test génétique, on voit la mutation et je dis, je suis désolé, j'ai des mauvaises nouvelles. Je pense que votre enfant a le syndrome Dravet. Et les parents lire un peu et dire, ah non, tu es fou. Ça doit être quelque chose d'autre. J'ai un enfant normal et j'ai vu le syndrome Dravet. C'est les enfants, les personnes avec la déficience intellectuelle. Et alors, pendant la première année de la vie, d'habitude, on doit juste attendre. Et on voit, et d'habitude, pendant la deuxième année de la vie, on commence à voir au moins un retard de développement et souvent un plateau, une régression. Pour le pronostic comme long terme, tout le monde avec le syndrome Dravet a de déficience intellectuelle, mais il y a vraiment une large gamme de sévérité. Il y a des patients qui sont mariés, qui ont des emplois. Ça c'est possible, c'est rare. D'habitude, c'est plus sévère que ça. Et c'est aussi possible d'avoir une déficience intellectuelle sévère. Alors, où les patients parlent au moins presque pas et sont ont des déficits très, très, très graves.
Alors, on va parler un peu des autres comorbidités. Ça arrive souvent, les troubles de sommeil. D'habitude, c'est souvent très difficile de commencer le sommeil, et même si l'enfant commence à dormir, souvent ces enfants se réveillent plusieurs fois pendant le soir. Et ça peut être très difficile pour les familles parce que ça réduit la qualité de la vie pour le patient, mais aussi pour les parents, parce que c'est très difficile de vivre sans le sommeil. Parfois, la mélatonine peut être utile pour ça, ou s'il y a des cas plus sévères, il y a des autres médicaments. Pour la démarche, d'habitude, les patients avec le syndrome de Dravet marchent normalement pendant l'enfance, mais souvent à l'adolescence, on commence à voir un problème avec la démarche. On s'appelle ça une démarche accroupie. Je ne sais pas si je suis sur la caméra, je vais peut-être essayer de faire une illustration. Alors, je ne sais pas si je suis là, mais d'habitude, les genoux sont un peu comme ça. Les patients sont sur les orteils et marchent un peu comme ça. D'habitude, et on s'appelle ça une démarche accroupie. D'habitude, les patients sont toujours capables de marcher, mais vous pouvez imaginer, d'habitude, c'est très lent. Et à ce moment, on n'a pas beaucoup de choses qu'on peut faire. Dernière chose, c'est quelque chose de toujours difficile à discuter, mais c'est important, c'est la mortalité précoce. Alors, surtout, les personnes avec le syndrome de Dravet ont un risque de mortalité très augmenté. C'est estimé d'être à peu près 16 par 1000 années de personnes. Qu'est-ce que ça dit? Et, comme chaque année avec le syndrome de Dravet, il y a un risque de comme 1,6 de mourir. Et ça, c'est très haut. Et c'est beaucoup plus haut que les restes des personnes avec épilepsie. Pour les causes de mort chez les patients avec Dravet, il y a le risque de mort subite et inattendue dû à l'épilepsie. Je pense probablement vous avez déjà lu ça. C'est très augmenté dans Dravet, au moins 10 fois plus que le reste des personnes avec épilepsie. Il y a des autres causes de mortalité. C'est possible avec les crises prolongées, le status epilepticus. C'est possible d'avoir du gonflement du cerveau. Ça peut être fatal. Il y a les autres complications des crises prolongées. Et il y a aussi parfois des instances où des personnes ont eu de noyade. Et oui, c'est ça. Je vais tourner à Dr. Major et je pense au fin, on va avoir des questions. Je vais essayer de m'installer sans problème.
C'est parfait. C'est parfait. J'aime ça entendre ça. OK, comment? Il faut juste que j'arrive. Je comprends. Comment tu avais fait, Ken? J'essaie de trouver une façon. Tu avais comme cliqué pour trouver ton. Changer l'image. Est-ce qu'il y a un autre? Si je vais ici, par exemple, j'essaie de cliquer puis ça ne fonctionne pas. Ça? Est-ce que l'autre marche? Ah, peut-être. Ah, OK. OK. Ça peut être bon. On va essayer ça. OK. Est-ce que ça marche? Vous voyez? Oui. OK, OK. Bon, ben, premièrement, merci, Ken, d'avoir présenté sur le Dravet. Puis bravo pour ton français qui s'améliore de jour en jour. C'est excellent. Donc ben, c'est ça. Comme a dit Marc au début, on fait des petites capsules sur certaines maladies qui sont relativement rares, mais pour nous, en épilepsie, c'est des choses qu'on voit au quotidien. Donc, le Dravet, c'en est un excellent exemple. On en suit plusieurs, autant aux Children qu'à Sainte-Justine. Puis sclérose tubéreuse également, c'est une maladie qui atteint une personne sur 6 000. Donc, c'est quand même assez fréquent. Et puis, je dois dire que donc en pédiatrie, beaucoup des patients sont suivis à Sainte-Justine, à la clinique à Sainte-Justine. Je sais qu'il y en a aux Children aussi. Puis en adulte, c'est Dr. Keyser qui les prend en charge. Donc, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Donc, je voulais qu'on revise un petit peu c'est quoi la sclérose tubéreuse, c'est quoi les manifestations cliniques, puis voir un petit peu les options de traitement. Donc, comme... OK, ça ne marche pas. Bon. Pourquoi ça ne marche pas? On est vraiment désolé aujourd'hui pour les problèmes techniques. Là. Il y a comme... je dirais que la vie ne veut pas que ça marche. Je vais prendre le diaporama peut-être. OK, je vais arrêter le partage. On va essayer à nouveau. OK, ça a l'air de fonctionner. Ça, c'est bon? Oui. OK, OK. Donc, c'est comme la plupart des maladies, peut-être à part COVID, puis d'autres maladies. Les maladies ont toujours existé, mais ça a été décrit par ce joli monsieur dans les années 1880, qui était monsieur Bourneville. La sclérose tubéreuse de Bourneville, puis en anglais, ils ont enlevé le Bourneville pour dire tuberous sclerosis complex. C'est une maladie génétique, autosomique dominante. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, une hérédité dominante. C'est caractérisé par le développement de lésions bénignes qu'on appelle des amartomes, des tubères, si on veut, dans plusieurs organes, puis incluant aussi des anomalies comme l'épilepsie, souvent un trouble du spectre de l'autisme. Comme j'ai dit, c'est une nouvelle naissance sur 6 000. Fait que ça, c'est les deux gènes. Donc, il y en a un, TSC1, qui est sur le chromosome 9, TSC2 sur le chromosome 16, TSC2 qui est un peu plus grand que TSC1. Deux tiers des personnes, c'est une atteinte, on disait mutation avant, mais maintenant, on dit un variant pathogène dans un des deux gènes. Puis deux tiers de ces patients-là, c'est dans TSC2. En tant que groupe, ceux qui ont une atteinte TSC2 sont plus sévères, ont une maladie plus sévère que TSC1, mais il y a des exceptions. Là, c'est comme une courbe, des TSC1 qui sont plus sévères, TSC2 qui sont plus légers, si on veut. Fait que ça a quand même été dans les... Donc, la maladie a été décrite très longtemps. On a eu une identification des gènes, puis par la suite,
identification de traitement plus ciblé dont je vais parler un peu plus tard. Donc, c'est un modèle de maladie génétique ou un traitement plus spécifique. Avant de passer à ça, je voulais vous faire un petit survol là, sur c'est quoi l'hérédité. C'est des affaires, disons, assez de base en hérédité. Il y a des maladies dominantes et des maladies récessives. Dominantes, c'est juste qu'on a 2 copies de chaque gène, puis ça prend juste une copie avec on dit mutation ou variant pathogène pour avoir la maladie. Puis, par exemple, moi, si j'avais la sclérose tubereuse, bien, pour chaque enfant que j'aurais une chance sur 2. Donc, 50% de risque de la transmettre. De là, les petits dessins, là. Donc, ce couple-là a à chaque grossesse 50% de risque. Versus récessif, quand c'est récessif, c'est que ça prend les mutations sur les 2 copies. OK? Fait que des exemples de maladies récessives, c'est fibrose kystique, par exemple. C'est la maladie fréquente au Québec. Beaucoup de personnes ont juste une copie anormale, ils n'ont pas la maladie, ils sont porteurs. Okay? Puis si, par malchance, ils ont le conjoint, ou le papa ou la maman est porteur aussi, bien, à ce moment-là, bien, ils lèguent. Il y a des risques. Donc, une chance sur 4, dans ce cas, le couple ou les 2 ont la problématique, une chance sur 4 que la personne soit atteinte. 2 de leurs enfants, 2 sur 4 seraient porteurs, puis 1 serait sain. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour la sclérose tubereuse, c'est autosomique dominant. Okay? C'est ça le mode de transmission. Ça, c'est un peu technique, là, un peu biologique, biochimique, mais ça a été une révolution de comprendre la cascade moléculaire en sclérose tubereuse. Donc, grosso modo, on a une protéine, un complexe de protéines qui est TSC1, TSC2, qui a le rôle d'inhiber, on va dire de contrôler une protéine qui est partout dans presque tous les organes, qui s'appelle mTOR, ça veut dire Mammalian Target of Rapamycin. Compliqué, mais rapamycin, la rapamycine, c'est en fait, c'est un médicament là, qui était utilisé depuis plusieurs années pour prévenir le rejet de greffe rénale. Alors là, quand les gens ont dit, oh, OK, mais c'est mTOR le problème, mais on va prendre un modèle de souris ou de rat, je ne sais pas, qui aurait la sclérose tubereuse, puis on va essayer de lui donner la rapamycine ou sirolimus, qui est le même nom, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. À ce moment-là, ça fait un bout de temps, je pense que c'était au début des années 2000. Bien là, wow, la souris, en fait, elle avait des lésions rénales, puis ils ont rapetissé. Là, c'était comme révolutionnaire. Donc, en 2005, il y a eu le premier article qui a publié 5 personnes, 5 humains, pour qui le sirolimus avait été donné, puis ça avait fait diminuer la taille de certaines lésions cérébrales qu'on appelle des SEGA. Ça, c'était super. Puis avec le temps, sirolimus ou everolimus, qui est son petit cousin, là, sont assez semblables, ont été essayés pour traiter d'autres problèmes associés à cette maladie-là. Ça a fait quand même une bonne différence. Animation. Ça, c'est juste les dernières recommandations là, qui datent de 2021 sur les critères de diagnostic, si on veut, puis aussi certaines recommandations par rapport à la prise en charge. Plus par référence. Ça, évidemment, nous, comme cliniciens, on les connaît, il faut les connaître, puis on les applique dans nos cliniques. Fait c'est ça. La sclérose tubereuse, là, ça se diagnostique de 2 façons. Ben, 2 façons. Soit parce qu'on identifie une mutation qui cause la maladie, comme je disais, le variant pathogène, qu'on trouve dans à peu près 90% des cas. Il reste un 10% qui n'ont pas de mutation identifiée. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la sclérose tubereuse. C'est probablement, c'est pas un autre gène, mais c'est d'autres mécanismes. Donc, test génétique ou les critères cliniques. Fait que les critères cliniques, je les ai listés ici. Il y en a des majeurs. Ça prend 2 majeurs ou 1 majeur puis 2 mineurs. C'est des critères, par exemple, vous ne verrez pas épilepsie là-dedans. Vous ne verrez pas retard intellectuel ou autisme parce que ce n'est pas assez spécifique. Il y a trop de personnes qui ont ça. C'est des affaires vraiment spécifiques, comme les petites taches sur la peau, les angiofibromes, des tumeurs, des choses comme ça. C'est très spécifique. Pas beaucoup d'autres maladies qui donnent ça. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ces critères diagnostiques-là. Donc, c'est ça, comme j'ai dit, critères génétiques et ou critères cliniques pour diagnostiquer. Les signes cutanés, des taches hypopigmentées, des petites taches blanches qui ne bronzent pas. C'est un garçon assez bronzé, on les voit bien. Une peau de chagrin, chagreen patch, ça, c'est rare. On n'a pas d'autres maladies qui causent ça. C'est comme une
plaque de peau qui est un petit peu surélevée, puis comme du cuir un petit peu qu'on voit. Plaque fibreuse céphalique ou angiofibromes faciaux, les lésions qu'ils ont ici dans le visage. Ici, ça, c'est un ongle. Excusez, c'est un peu flou, mais on voit un fibrome à côté de l'ongle, fibrome périunguéal. Ça, c'est le même garçon, photographié à 4 ans, 8 ans, 21 ans. Donc, on voit que les lésions, ça n'a pas changé. C'est vraiment bizarre. Excusez, là. Je fais exactement la même chose que d'habitude. Ah. Là, j'avoue que j'en perds mon latin. J'en perds mon latin. OK, ben, je sais pas. Là, vous le voyez. Alors, le même garçon qui est devenu un jeune homme, puis on voit que les lésions d'angiofibromes faciaux, malheureusement, ça peut devenir quand même un problème esthétique important. Heureusement, on a certains traitements, mais c'est un critère de la maladie. Au niveau des yeux aussi, on peut avoir un amartome au niveau de la rétine, qui est plus utilisé comme critère diagnostique qu'on utilise, qui n'a pas souvent de. Je passe vite, mais c'est pas une atteinte, pas d'atteinte visuelle liée à ça nécessairement. Ça, on peut avoir des atteintes rénales. C'est un problème important, surtout chez les adultes. Donc, le Dr. Kieser a souvent à composer avec ça, avec ses patients. Pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est des reins normaux. Ce n'est pas un cerveau. Ça, c'est des multiples angiomyolipomes. C'est des tumeurs bénignes des reins qui sont formées d'angiovaisseaux, myomuscles, lipomes gras. Une femme de 30 ans, elle en a beaucoup. Elle en avait énormément. Et on a aussi des kystes chez cet enfant de 10 ans. Ça, c'est des résonances magnétiques qu'on voit. Alors, les angiomyolipomes, c'est retrouvé chez beaucoup des patients, plus commun chez des patients qui ont un génotype TSC2. Pourquoi on s'en préoccupe? En fait, ça ne va pas faire des métastases ou ce n'est pas une tumeur cancéreuse, mais ça peut saigner. Donc, les vaisseaux sanguins à l'intérieur sont mal formés, donc peuvent saigner, soit hématurie microscopique, c'est-à-dire qu'il y a du sang dans l'urine, avec un petit dipstick, une analyse, une bandelette, on est capable de le voir. Hématurie macroscopique, quand on fait pipi, on voit du sang, ou une hémorragie intra-abdominale, qui est la pire des complications. Et on sait que plus la taille augmente, plus le risque de saignement augmente aussi en parallèle. Alors, on veut faire une intervention quand le diamètre est autour de 2 cm. Avant, on disait 4, là, ça diminue, ça a été 3, 2. On donne un inhibiteur de mTOR, dont on en a parlé tantôt, everolimus ou sirolimus. On veut, il y a une autre technique, je vais passer vite là-dessus, mais emboliser, c'est-à-dire trouver le vaisseau nourricier et le bloquer. Et ça peut être utilisé. Par contre, il faut y aller un à la fois. Quand il y en a plusieurs, c'est un peu plus difficile. Puis actuellement, c'est plus les inhibiteurs d'mTOR qui est le traitement. On veut éviter à tout prix d'enlever du rein sain. Donc, on ne veut pas faire enlever des reins. Et des fois, si les patients sont peu symptomatiques, en fait, s'ils ne savent pas qu'ils ont la sclérose tubereuse, des fois, ça peut être découvert, des angiomyolipomes. Puis, il ne faut pas que le chirurgien aille opérer. Il faut faire d'autres choses. Il ne faut pas perdre du rein. Les kystes, donc il y a 2 modes de présentation. Soit tu en as des petits, pas beaucoup, pas un gros problème. Certains patients, par contre, en ont beaucoup et des gros. Et pourquoi? C'est parce que le gène TSC2, on a sur le chromosome 16, puis le gène pour les reins polykystiques sont juste à côté. Des fois, certaines personnes, il y a une délétion, c'est on enlève TSC2 et PKD1, et sont à côté, puis on a une sclérose tubereuse puis des reins polykystiques. Ça, c'est des patients qui sont très sévères, peuvent avoir de l'hypertension. Des fois, on a besoin de faire même de la dialyse ou des greffes rénales. Le cœur, ça, c'est quand même c'est intéressant dans le sens que c'est une tumeur qui se développe in utero, qu'on peut détecter à l'échographie anténatale. Et quand l'enfant naît, la tumeur va décroître. Okay? Donc, il y a probablement, en fait, clairement une influence hormonale avec ces tumeurs-là. Habituellement, ça ne cause pas trop de problèmes, mais on a eu quelques patients à travers les années pour qui ça causait des problèmes, dans le sens que la lésion était grosse, ça empêchait que le cœur pompe comme il faut. Chez ces patients-là, on a testé de donner le sirolimus ou everolimus à la naissance, puis ça a comme accéléré la décroissance. En plus de la décroissance naturelle, ça l'a accéléré. Fait que c'est des patients qui sont pas fait opérer, alors que normalement, il y aurait probablement
eu besoin d'une opération. Ça régresse spontanément, comme j'ai dit. On avait fait une étude, mais en fait, à l'adolescence, ça peut grossir un petit peu encore, mais ça cause habituellement, ça ne cause pas de problème chez ces patients-là. C'est intéressant parce que aussi on peut détecter in utero, donc prévoir quand l'enfant va naître, ensuite déjà enclencher, par exemple, des EEG sériés, essayer de commencer déjà de la prévention, même peut-être éventuellement, ce n'est pas encore accepté, mais peut-être éventuellement commencer des inhibiteurs d'mTOR dans les jours qui suivent la naissance potentiellement. Mais on n'est pas encore rendu là. Ce n'est pas accepté par Santé Canada encore, là, mais dans certains pays, ils commencent à l'essayer. Les poumons, ce n'est pas un problème en pédiatrie, mais Dr. Kieser voit des femmes qui ont ce problème. C'est une dégénérescence kystique pulmonaire qui amène en fait le symptôme le plus important, c'est ce qu'on appelle la dyspnée à l'effort, c'est-à-dire difficulté beaucoup d'essoufflement quand on fait un effort, comme par exemple monter des escaliers, c'est difficile pour ces personnes, pour ces femmes-là. Je dis ces femmes-là parce qu'il n'y a pratiquement pas d'hommes qui ont cette... en fait, moi, j'avais vu un monsieur culturiste à Boston quand je faisais mon fellowship, mais il prenait beaucoup d'hormones un peu bizarres. Fait que ça doit exister, mais c'est encore une fois une influence hormonale de cette maladie-là. On arrive en neuro, parce que je vais essayer d'aller vite quand même. On parle d'épilepsie, c'est quand même pourquoi les neuropédiatres puis les neurologues s'occupent de ces patients-là, parce que l'épilepsie, c'est très fréquent. 60 à 90 des patients sont atteints. Ils ont aussi une atteinte cognitive, donc la moitié ont une déficience intellectuelle, donc un QI en bas de 70. On a trouble du spectre de l'autisme, j'ai un pourcentage 20 à 30 puis on a le concept de TAND, qui est Tuberous Sclerosis Complex Associated Neuropsychiatric Disorder. C'est une grosse... umbrella en anglais, gros parapluie avec anxiété, trouble de l'humeur, TDAH, tout ça. Pas obligé nécessairement d'avoir tout ça, mais il faut être à l'affût puis essayer de les dépister. C'est intéressant de voir des résonances magnétiques. C'est quoi un tubaire, dans le fond? C'est des petites lésions comme ça, blanches. Là, ce patient-là, on n'a pas beaucoup, mais des fois, on peut en avoir plusieurs. Les marges ne sont pas très bien définies. On a des plus gros, on a des plus petits. Puis c'est distribué dans le cerveau. On peut avoir aussi les nodules sous-épendymaires. C'est ces petites bouboules-là. Normalement, on n'a pas le long des ventricules. Les ventricules, c'est les poches d'eau qu'on a dans le cerveau. Puis c'est noir ici, comme ça. Puis ça peut grossir les nodules près d'une région qui s'appelle le foramen de Monro, qui est juste ici, puis on les appelle les SEGA. C'est quoi le problème avec ça? On sait que dans notre cerveau, il y a des ventricules, il y a du liquide qui circule, tout ça comme un système de lacs et de rivières. Quand le SEGA, la lésion, peut bloquer une petite rivière ou le canal d'une rivière, ça s'appelle le foramen de Monro, le lit de la rivière va monter, va sortir en amont, donc il va y avoir de la pression dans la tête, l'hypertension intracrânienne. Et c'est ça qu'on veut éviter. Par exemple, les patients sclérose supérieure, on fait des résonances magnétiques à chaque 1 à 3 ans jusqu'à l'âge de début vingtaine. Parce qu'on les voit, on peut les voir grossir, puis on peut intervenir avant que ce soit un problème. Ah, c'est ça. Ça, c'est le parapluie des troubles neuropsychiatriques en sclérose tubéreuse avec plusieurs des choses qui peuvent arriver. L'épilepsie, donc c'est une épilepsie qui est en général difficile. Elle commence tôt. Un tiers peuvent avoir ce qu'on appelle des spasmes épileptiques de l'enfance. 2 tiers débutent dans la première année de vie. 2 tiers ont éventuellement une épilepsie réfractaire qui est définie par une épilepsie qui échoue à au moins 2 traitements antiépileptiques. Puis de ce nombre-là, 1 tiers entre en rémission, dont un cinquième des patients avec épilepsie réfractaire. Donc, c'est très fréquent, c'est très précoce. Ici, c'est juste pour vous montrer l'âge médian de la première crise, c'est à 3 mois. Puis ça, c'est les autres patients. L'âge de la première crise, il y a un patient dans cette étude-là qu'on avait faite qui a commencé à 45 ans, mais c'est vraiment exceptionnel. Je me laisse combien de diapos? OK, je vais vite. Donc, les médicaments, il y a certains aspects. Les spasmes infantiles répondent bien à un médicament qui s'appelle le Sabril. On essaie on est en train de se positionner par rapport aux EEG, électroencéphalogrammes qu'on fait de manière sériée chez les petits bébés. Il y a 2 études qui ont des résultats un petit peu contradictoires là-dessus, mais on le fait à Sainte-Justine, des EEG quand même sériés chez les patients, les bébés chez qui on sait qu'ils ont la sclérose tubéreuse. Le traitement, on peut donner de l'évérolimus ou sirolimus pour traiter de l'épilepsie réfractaire. La chirurgie est possible chez des patients bien ciblés,
pas chez tous les patients. Ce pas les patients idéaux parce qu'ils peuvent avoir plusieurs tumeurs, donc plusieurs lésions potentielles, mais certains patients, ça vient toujours, l'épilepsie vient toujours du même endroit, donc la chirurgie est possible à considérer. Diète cétogène, qui est un autre traitement pas plus ou moins efficace en sclérose tubéreuse, on peut le suggérer. Stimulateur du nerf vague également. Cannabidiol, il y a eu des publications qui prouvent, qui supportent l'efficacité. Il y a une approbation par Santé Canada aussi pour cette indication-là. Puis il y a Epidiolex qui rentre sur le marché, qui, en fait, des études ont été faites sur cette forme de cannabis-là. C'est juste que là, au niveau du remboursement, c'est en train de se placer, là, si on veut, mais c'est une autre option potentielle. En fait, il n'y a pas une formule miracle où il faut juste s'adapter à chaque patient, puis on a plusieurs armes potentielles. Bon, ça demande un suivi multidisciplinaire, plusieurs professionnels, médecins qui arrivent à différents moments parce que c'est une maladie qui n'est pas linéaire. Hein, il y a différentes choses qui se passent à certains moments de la vie. Ça, c'est un peu la façon dont on le schématise. Je pense que, Marc, tu vas être un peu d'accord avec nous. On a comme le port d'attache avec le médecin puis l'infirmière sclérose tubéreuse, le patient et la famille. Puis on a toute une constellation de personnes autour, soit des médecins, des professionnels, des centres de réadaptation, les écoles, les organisations de parents, puis la recherche. Tout ça, ça gravite autour. C'est un peu la façon dont on le voit. Ça, c'est juste pour nos cliniques. Là, on a, ça, c'est 2-3 ans dans le journal, l'Alliance américaine de sclérose tubéreuse, il avait fait un article sur nos cliniques, sur le modèle à l'Université de Montréal. Puis je pense que je suis dans les temps. Donc, je voulais juste, dans le fond, vous dire, les derniers critères diagnostiques puis les recommandations ont été publiées en 2021. C'était pas très longtemps. On favorise une approche multidisciplinaire parce que oui, on parle d'épilepsie. Ces patients-là, il y a beaucoup d'autres choses. Puis je pense que Ken l'a mentionné pour le Dravet aussi, des comorbidités. C'est pas un beau mot, là, mais c'est toutes les affaires associées là, qui peuvent miner un peu la vie puis la qualité de vie de ces patients-là puis de ces familles. Puis juste retenir que, en fait, dans la recherche fondamentale, c'est important qu'il y en ait parce que justement, on peut mieux comprendre les maladies, puis potentiellement, comme dans la sclérose tubéreuse, trouver des thérapies plus ciblées qui donnent espoir à nos patients. Ça ne va pas guérir la maladie, on espérerait éventuellement que ça puisse se guérir, mais au moins, on a plusieurs armes pour essayer de supporter les patients. Voilà, fait qu'on remercie encore les gens qui nous supportent. L'Association québécoise de l'épilepsie financière Banque TD, puis vous autres pour votre attention. Donc, on a du temps pour des questions, que ce soit sur la sclérose tubéreuse, sur le Dravet, que ce soit sur d'autres questions brûlantes à propos de l'épilepsie. Ça nous ferait plaisir d'essayer d'y répondre.